Je suis moi-même donc président du Conseil d'orientation de l'espace éthique Languedoc-Roussillon, qui est mort hier, comme est mort d'ailleurs l'espace éthique Midi-Pyrénées. Et nous avons conclu un accord non pas fusionnel, mais nous avons fusionné. Et nous sommes très heureux d'avoir à cette occasion connu des personnes de la qualité de Catherine Dupré et de Jacques Lagary. Et vous le savez, dans l'éthique, si on commence à se battre pour prendre la direction de l'espace éthique, c'est pas très éthique. Donc nous l'avons fait de manière très consensuelle et c'est bien ainsi. Ici, il y a plusieurs personnes qui représentent le Languedoc-Roussillon initialement. Je pense à Pascaline Rocher, qui est responsable de cet espace et donc qui, bien sûr, va se fondre dans la nouvelle équipe. Et Madame Béraud, qui représente l'ARS aujourd'hui Occitanie, mais qui était à l'époque dans l'ARS Languedoc-Roussillon. Voilà, je voulais vous dire tout ceci. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Peut-être d'abord la première. Nelly, vous allez dire en quelques mots qui vous êtes, pour ceux qui ne vous connaissent pas, puisque vous êtes une locale de l'étape. Et donc, vous allez donner un exemple d'outils connectés qui marchent bien, qui a été une étape considérable pour les diabétiques. Merci, je vous remercie de me donner l'occasion de discuter avec vous d'éthique et d'outils connectés. Je m'appelle Nelly Puech-Brett, je suis praticien hospitalier dans le service de diabétologie du professeur Anner à Toulouse. Donc peut-être les différentes personnes se présentent. Vous avez des micros, peut-être le mieux c'est que vous les preniez. Donc bonjour, Emmanuelle Rial-Sebag, je suis directrice de recherche à l'INSERM, je suis juriste et je travaille sur des questions de bioéthique et j'ai également la responsabilité d'une équipe de recherche qui travaille sur les innovations, les enjeux en santé publique et la bioéthique et je suis membre également de l'EREMIP, ex-EREMIP. Bonjour, Jean-Louis Frane, je suis directeur associé de Next Step Santé. Nous travaillons dans le domaine prédictif et en particulier des algorithmes, donc évidemment de la data et des objets connectés et je suis pharmacien industriel de formation. Bonjour à toutes et à tous, je suis Michel Saès, je suis directeur général de Sadir Assistance, qui est un prestataire de santé à domicile pour les patients qui souffrent notamment d'insuffisance respiratoire, qui ont besoin de nutrition artificielle, de perfusion, de maintien à domicile. Évidemment, pour les patients diabétiques, s'agissant de l'insulinothérapie. Voilà. Voilà, l'objet aujourd'hui, c'est de... Ah, pardon. Bonjour, donc je suis Yann Ferrari, je suis comme Emmanuel juriste également en droit de la santé où moi je me suis spécialisé notamment dans tous les aspects nouvelles technologies appliquées à la santé, ce qu'on appelle la e-santé. J'enseigne à l'université également de Toulouse-Capitole et je suis également directeur de la programmation d'un événement qui s'appelle l'Université d'été de la e-santé qui a lieu tous les ans à Castres, qui est un événement en fait international où on parle de la e-santé. Qui a quand même une belle notoriété au niveau européen, qui est un événement gratuit, donc je vous invite tous à venir, c'est au mois de juillet, j'en profite, dont on traite notamment justement beaucoup de ces questions d'éthique en matière de e-santé. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et avec lesquels on peut échanger avec de nombreux partenaires, start-up, grands groupes, professionnels de santé, philosophes, sociologues, donc il y a des sujets passionnants sur cette thématique-là. Voilà, 2 regards de juriste, c'est peut-être pas suffisant même, mais bon, on essaiera d'avoir une vision complémentaire et peut-être distincte parfois de l'analyse que vous pouvez apporter. Les moyens biotechnologiques ne sont pas inhumains en eux-mêmes.
c'est la manière de s'en servir qui les rend humains ou inhumains. Et avant de donner la parole pour illustrer l'exemple de ce que les moyens technologiques peuvent apporter d'extrêmement humain, je voudrais citer un exemple très simple. Personne ne peut se passer aujourd'hui de l'IRM. L'IRM est-elle humaine ou inhumaine? Les progrès de l'imagerie sont-ils humains ou inhumains? Rentrer dans un tunnel, avoir une lecture de son corps, est-il humain ou inhumain? En fait, il est totalement inhumain de faire passer des gens dans un tunnel, qu'ils entendent boum 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 pendant une demi-heure, qu'on soit en train de lire les millimètres de leur corps, et à la sortie, de leur dire « rhabillez-vous, on écrira à votre médecin ». Voilà ce qui est inhumain. L'imagerie n'est pas inhumaine. Et tout est comme ça dans les biotechnologies si on n'y prend pas garde. Si on ne forme pas les étudiants en médecine, les élèves infirmières, les paramédicaux et l'ensemble du corps soignant à être humain avec l'utilisation des biotechnologies, on aura un monde inhumain de la santé. À l'inverse, on peut parfaitement prévenir ces dérapages par une formation, par simulation, par entraînement, par mise en place d'acteurs, par jeu de rôle qui permettent de prévenir en partie ces dérives. Alors à côté de cela, il y a des progrès technologiques qui sont humains eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils facilitent la vie des patients. Parce que je terminerai cette introduction en disant 3 choses. Il y a le soin et la qualité du soin, et l'utilité du soin. C'est fondamental. Ce qui n'est pas scientifique, rigoureux, démontré, n'est pas éthique. Vous pouvez être le médecin le plus humain du monde. Si vous avez manqué à votre devoir d'aller au plus vite dans les cancers en amenant le patient vers les compétences des nouvelles techniques de traitement du cancer, vous êtes impardonnable. Tous les discours, tous les apitoiements sont dérisoires ensuite. L'humanité qui cache l'incompétence est dangereuse. Le deuxième point, c'est qu'il faut prendre soin. Tout le monde le sait, le cure et le care. Et le troisième point, dans la maladie chronique, qui a été nouveau, c'est facilitez-moi ma vie alors qu'elle est dure. Facilitez-moi ma vie. C'est quoi facilitez-moi ma vie? La coordination des soins et les nouvelles technologies qui facilitent la vie des personnes. Voilà ce que je voulais dire, mais Nelly, vous allez tout de suite embrayer pour montrer concrètement quelle a été l'évolution de la diabétologie, de ce diabète de type 1, dont la vie dépend de l'insuline. On l'appelle diabète insulinodépendant, on devrait l'appeler vie insulinodépendante. Ça veut dire qu'il faut de l'insuline millimétrée, adaptée en permanence toutes les heures, ou 3-4 fois par jour pour vivre. Merci. Donc, je vais vous parler de ma pratique, effectivement, en diabétologie. C'est bien moi qui vous parle et pas mon avatar. Donc, effectivement, on va parler essentiellement de symptômes de diabète de type 1. Donc, quels sont les symptômes? Il s'agit d'une maladie auto-immune qui amène à une carence absolue, on l'a dit, en insuline, et qui survient souvent dans l'enfance, l'adolescence ou chez l'adulte jeune. Cette carence absolue en insuline entraîne une hyperglycémie, dont les symptômes sont une soif intense, une polydipsie, une polyurie, et l'insuline devient donc vitale pour la personne. Le traitement repose donc sur la reproduction de ce que fait habituellement le pancréas de manière physiologique.
c'est-à-dire des pics d'insuline au moment des repas, pour éviter que la glycémie ne s'élève trop en période postprandiale, et de l'insuline entre les repas, pour éviter qu'elle n'augmente trop à ce moment-là. Le traitement repose donc sur au minimum 4 injections d'insuline quotidiennes ou une pompe à insuline. Ce traitement doit concilier plusieurs objectifs. Tout d'abord, limiter l'hyperglycémie pour prévenir bien sûr les complications chroniques éventuelles du diabète, tout en limitant le risque hypoglycémique, qui peut être une complication aiguë et sévère. Pour cela, on mesure l'hémoglobine glyquée tous les 3 mois, qui est le reflet de la glycémie du patient, et on essaie d'obtenir un taux le plus proche possible de 7%. L'insuline est donc délivrée soit sous forme de stylo, en multi-injection, soit sous forme d'une pompe, on le voit ici, avec un petit réservoir dans lequel est rempli de l'insuline rapide, qui est relié à un petit cathéter, qui diffuse de l'insuline en sous-cutané de manière continuelle, le patient effectuant des bolus d'insuline au moment des repas. Il existe plusieurs types de pompes à insuline, et ce traitement doit être couplé à une surveillance glycémique pluriquotidienne et sérieuse pour pouvoir ajuster précisément les doses d'insuline au cours de la journée. Pour cela, nous avons à disposition des lecteurs de glycémie capillaires et non capillaires depuis quelques mois, puisqu'on a à disposition un capteur de glucose qui mesure en continu le taux de glycémie chez la personne. Ici, vous voyez grâce à la petite pastille positionnée à l'arrière du bras, le patient, grâce à un appareil, un lecteur de glycémie, peut scanner directement cette pastille et visualiser, quand il le souhaite, sa glycémie sans les fractions cutanées au bout du doigt. Donc on a à disposition effectivement des systèmes de mesure continue du glucose qui enregistrent en continu le taux de glycémie si on le souhaite et qui envoient ces données soit sur une pompe avec la glycémie au moment donné, la courbe de tendance de la glycémie et l'historique des dernières mesures. Ils envoient donc soit sur une pompe, soit sur un appareil distinct ces données. Nous sommes donc confrontés à une montée du numérique partout, et notamment en santé, d'autant plus en diabétologie, puisque une enquête a montré que les diabétiques étaient ambassadeurs de la santé connectée. Ils sont la plupart équipés de smartphones, même les personnes de plus de 80 ans, et ils ont téléchargé une application mobile. 4 personnes sur 10, 4 diabétiques sur 10 a téléchargé une application mobile en rapport à la santé, contrairement à d'autres maladies chroniques où on a un taux de 1,5 pour 10. La santé connectée, elle est donc présente au sein de la relation médecin-patient. On peut se poser la question de savoir si c'est vraiment une réponse à la problématique. Notre problématique, c'est l'équilibre glycémique, éviter d'avoir des complications du diabète, avoir un meilleur confort de vie. Et on n'a pas réellement de preuves scientifiques solides sur l'efficacité en termes de complications, par exemple, du diabète, mais on a quand même des éléments qui nous montrent une meilleure gestion de la glycémie grâce à ces outils, une amélioration, par exemple, de la prise en charge, avec une amélioration de la pratique de l'activité physique ou alors de la diététique. Alors, les lecteurs de glycémie qu'on utilise maintenant, ils envoient directement les données dans le cloud, ils transfèrent les données sur le téléphone portable ou la tablette. Et puis nous, en tant que professionnels de santé, on peut suivre les patients si on le souhaite à distance, se connecter et voir leur glycémie, pouvoir adapter les doses à distance si on veut. On a aussi ce système qui est une application plus spécifique pour le diabète gestationnel, donc pendant la grossesse, où là, on a même la possibilité d'avoir un tri des glycémies pathologiques qui est fait par l'application et qui permet de mettre en avant les problèmes pour ajuster le traitement des femmes qui posent problème. Il existe également un système de télémédecine appelé le système Diabéo qui permet aux patients diabétiques de type 1 qui ont téléchargé ce dispositif sur leur téléphone ou leur tablette d'avoir un algorithme médical qui a été au préalable ajusté par leur médecin en fonction de leurs propres données
Ce système leur permet d'ajuster précisément les doses d'insuline, mais il y a aussi un service de télésuivi par une infirmière, plus ou moins un médecin, qui peut se connecter sur cette plateforme et là aussi, chez les patients qui ont des soucis d'équilibre glycémique, donner un conseil par exemple. Les capteurs de glucose dont je vous parlais, qui envoient les glycémies envoient maintenant les glycémies sur les téléphones portables et peuvent même envoyer les glycémies sur les téléphones portables, par exemple, du parent, s'il s'agit d'un enfant qui est diabétique de type 1. Donc on peut suivre à distance l'évolution de la glycémie de son petit qui est à l'école et on voit qu'il est 10 heures, qu'il est en interro de maths et qu'il est en hypoglycémie, par exemple. Donc tout ça, ça amène vers le pancréas artificiel. Le pancréas artificiel, ça serait l'idéal, c'est-à-dire l'administration automatisée de l'insuline par la pompe, qui, grâce à un algorithme et les données recueillies du capteur, permet d'ajuster précisément les doses d'insuline au fil de la journée. La première étape qui est acquise, c'est, là on le voit, la connexion entre le capteur et la pompe, puisqu'on voit ici sur la ligne du haut que la glycémie diminue, et de manière coordonnée, l'administration d'insuline s'est arrêtée. Donc ça s'appelle un arrêt automatique de la pompe, ça existe, c'est pas remboursé encore par la sécurité sociale, mais ça peut être autofinancé par exemple par les patients. Alors la boucle fermée, il existe de nombreux essais de boucles fermées, maintenant qui se font en vraie vie à domicile chez les patients diabétiques de type 1. Et donc, je vous le disais, grâce à l'utilisation d'un algorithme qui se trouve soit dans la pompe, soit sur un téléphone portable, permet à la pompe à insuline d'administrer l'insuline de manière automatisée. Je voulais vous parler aussi du dépistage des complications du diabète qui se fait grâce au réseau Diamip dans Midi-Pyrénées. Il permet de surveiller les patients et d'avoir un accès aux soins un peu plus facilité pour avoir un dépistage des complications du diabète, un examen rapide dont les données sont transférées par satellite et étudiées par les différents spécialistes et qui font un compte-rendu au médecin traitant ou au diabétologue. Donc, en tant que médecin, on est de plus en plus sollicité par des questions aussi, par exemple en diététique dans le diabète, et on a beaucoup d'applications qui sont disponibles. Beaucoup d'applications ne sont pas bien connues par les médecins, donc il faut développer l'éducation pour les patients, c'est sûr, mais aussi pour les professionnels de santé. Si on tape diabète, glucose dans un moteur de recherche, on a 100 applications qui sortent et on peut être un petit peu déboussolé quand on est patient pour savoir quelle est la meilleure application à choisir. Donc il faut faire le bon choix. Nous, dans le service d'éducation, on essaie d'accompagner les patients à ce choix-là et on essaie avec eux de choisir, de trouver ce qui leur correspond, de comprendre l'outil et de leur apprendre à l'utiliser. Tout ça sans toutefois perdre le savoir-faire, parce que le savoir-faire, c'est quand même le socle de la prise en charge et l'autonomie, on ne pourra jamais la déléguer à une application. Il faudra toujours savoir se faire une injection d'insuline, se faire une glycémie capillaire si le système ne marche pas, et savoir ce qu'il faut faire en fonction du taux que l'on observe. Et puis, il faut veiller à ne pas augmenter la discrimination et les inégalités aussi entre patients, surveiller la fiabilité des informations que l'on délivre et puis avoir des systèmes qui soient corrects avec la sécurité des données. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, vous pouvez nous rejoindre. Donc cette présentation a pour objectif de montrer à ceux qui ne sont pas dans le monde du diabète ce que sont les nouveaux outils connectés. Vous voyez poindre quelque chose, c'est que dans le diabète de type 1, en dehors du fait qu'il faut de l'insuline de multiples fois par jour, et le plus souvent et le mieux, et c'est pour ça que l'administration continue d'insuline est un progrès important, on a le risque de complications
mais on a aussi la perte de sa légèreté. C'est-à-dire qu'il faut tout prévoir, tout le temps, partout, en voyage, dans les déplacements, anticiper en permanence. C'est plus une vie que l'on mène comme on veut, sans anticiper grand-chose, au fil des journées et des heures qui se présentent à nous. Voilà. Alors, il a été montré par Nelly Puech que les bénéfices, c'était certainement la sécurité, l'autonomie par l'éducation poussée. Au bout d'un moment, on ne sait plus qui sont les soignants et qui sont les soignés. Et je rappelle toujours que le diabète a été la première maladie au monde qui a donné lieu à l'émergence d'une association de patients en 1926. Personne ne sait où c'était à Lisbonne. Lisbonne, c'est la première d'association de patients au monde, parce que les diabètes de type 1 bénéficiaient depuis 2 ou 3 ans de l'arrivée de l'insuline, donc ils ne mouraient plus. Et donc ils se sont sentis amenés, en tous les cas, ils ont été amenés à s'unir pour essayer de comprendre et d'être mieux accompagnés. Donc autonomie, maintien à domicile, bien sûr, et puis au niveau d'éducation, donc de transfert de compétences. Alors maintenant, on peut demander à ceux qui développent les outils connectés, les entrepreneurs, ils sont nécessaires, les prestataires, ils sont fondamentaux pour le quadrillage territorial et aussi l'appui aux patients. On peut leur demander comment ils voient le développement, puis on demandera aux juristes de nous dire quels dangers ils voient, quels encadrements sont nécessaires quant à la liberté des patients, liberté de choix, quant à la responsabilité partagée, pas partagée, c'est compliqué aujourd'hui. Qui est responsable si la technique amène un effet secondaire grave? Et comment ils voient tout cela? Vous pouvez peut-être amorcer ce débat. Merci monsieur. Je voulais remercier le comité d'organisation des REMIM de m'avoir convié à cette session. Moi, de mon côté, je voulais donner quelques éléments de réflexion pour poursuivre dans le discours que vous avez, monsieur, pour que l'on réfléchisse sur le cadre dans lequel les fabricants et les faiseurs de solutions, en effet, évoluent pour mettre à la disposition des patients des solutions connectées. Alors, moi, je voulais reposer quelques éléments avant de commencer. J'aime bien cette définition de l'e-patient. L'e-patient, c'est une définition qui a été énoncée par le docteur Thomas William et qui disait que c'est un patient qui se donne le pouvoir en s'impliquant, en s'éduquant et en se donnant les moyens de faire face à sa situation. Et moi, j'aime bien quand même ce rôle d'acteur de patient qui est au centre et à qui reste malgré tout la responsabilité, ne l'oublions pas, de tous ses actes. Parce que quand le patient va mettre des données sur des éléments connectés, n'oublions pas qu'aujourd'hui, on va lui donner des éléments pour qu'il le fasse de façon de plus en plus éclairée. C'est important à mon sens. Alors, un deuxième point, les domaines d'application de la e-santé aujourd'hui, c'est quoi ? Eh bien, on utilise beaucoup la e-santé pour donner de l'information, pour établir des liens avec des communautés de patients entre eux. Ça, c'est de plus en plus fréquent, des patients qui ont souvent la même pathologie, la même problématique. La e-santé, elle permet de mettre en relation les patients avec leur équipe soignante de référence, parce qu'on sait bien ce qui se passe à chaque visite avec le médecin. Par contre, on sait moins bien ce qui se passe entre deux visites. Et parfois, les visites chez le spécialiste, elles sont espacées. Et les éléments de e-santé permettent de faire ce suivi-là. Et bien sûr, l'e-santé, elle va permettre de collecter et d'analyser des constantes avec toutes les problématiques de la data et de l'analyse qui vont autour, et de la sécurité, on y reviendra. Alors, l'e-santé s'est imposée dans le paysage de la santé depuis des années. On sait qu'aujourd'hui, 35% des Français
ont au moins un objet connecté à Internet. Ça, c'est pas forcément dans la santé. Quand on les interroge, puisqu'il y a des enquêtes d'opinion de plus en plus fréquentes actuellement, 64% des Français sont favorables au fait bien qu'on se connecte et qu'on utilise leurs données, bien sûr pas dans n'importe quelle condition, on l'imagine bien. Et un autre élément intéressant aussi, 18% des médecins conseillent de plus en plus d'applications. 18%, c'est pas beaucoup. Et il y a un dernier sondage qui dit que les médecins hospitaliers sont plus prolixes pour aller conseiller des objets e-santé que les gens qui sont en libéral. Donc il y a tout un tas d'explications derrière sur lesquelles on pourrait revenir, mais on n'a pas le temps, je pense. Je voulais resituer les éléments dans le contexte aussi. Aujourd'hui, on a des problématiques de santé qui imposent l'usage de la e-santé, qu'on le veuille ou non. C'est l'augmentation des pathologies chroniques en France. Ça, c'est des lieux communs, mais c'est quand même important de le rappeler. La vieillesse de la population, mais également la diminution du temps médical et du temps paramédical, l'augmentation du nombre de patients qui veulent rester à domicile et par définition qui sont loin de l'endroit où on les prend en charge, la nécessité de réduire le temps administratif, et aujourd'hui tous les outils qu'on peut utiliser, moi je les classe dans cette catégorie-là parce qu'ils permettent de préparer l'hospitalisation et le suivi, avec bien sûr toute cette problématique d'avoir accès à une information fiable. Alors, la prise en charge à distance, c'est une nécessité parce qu'elle contribue à l'efficience des soins, mais c'est peut-être une mode aussi, liée à l'évolution de la technologie, parce qu'aujourd'hui, eh bien, tout le monde, plus ou moins, a apporté des objets connectés, des applications, des solutions connectées, et quelquefois, si on n'est pas dans ce mouvement-là, on n'est pas in, ou peut-être il y a d'autres termes. En tout cas, c'est aussi ce phénomène de mode, mais également l'arrivée de l'intelligence artificielle et l'analyse des données qui ouvre des horizons, mais extrêmement importants. On a aujourd'hui beaucoup de publications en cardiologie, en dermatologie, sur l'intelligence artificielle qui disent que un certain nombre d'algorithmes en termes d'aide à la décision médicale vont être extrêmement pertinents et extrêmement efficaces. Alors bien sûr, Madame, vous en parliez tout à l'heure, ça induit une relation complètement différente entre le médecin ou le patient, différente peut-être pas, mais en tout cas complémentaire, parce que aujourd'hui, les patients qu'on ait à certains moments, les gens tous connaissent beaucoup sur la pathologie pour laquelle ils viennent consulter. Et puis aussi, on le voit souvent, l'e-santé amène souvent des éléments d'immédiateté, d'urgence, et les gens veulent avoir une réponse tout de suite, 24/24, 7/7. Et là, il faut être prudent parce que justement, c'est là où il faut être aussi très pertinent. Et l'e-santé, on ne peut pas le nier, c'est aussi une façon de renforcer la sécurité sur le lieu de vie des patients, puisque à domicile, aujourd'hui, on est capable, et là aussi je le place dans la sphère de la e-santé, de vérifier quand le patient est d'accord, bien sûr, avec toutes les questions éthiques justement que ça pose, de voir si le patient il utilise de l'eau, s'il utilise de l'électricité, s'il marche ou s'il ne marche pas, s'il chute, bien évidemment, mais également s'il y a de la présence de gaz dans le domicile, son degré de luminosité pour voir si les volets sont ouverts, fermés. Et on voit qu'on peut, en termes d'accompagnement, mettre à disposition des patients, et souvent des aidants, parce que c'est souvent plus la famille qui inquiète que les patients, on peut mettre à disposition un certain nombre de choses très pertinentes, mais je le redis, avec tous les éléments d'éthique que ça pose et juridiques. Alors, moi je voulais compléter pour dire que pour que la e-santé progresse de façon cohérente dans les soins, il y a des prérequis. Alors les prérequis, d'abord c'est l'acceptabilité des solutions et des applications. Parce qu'on a beau avoir des applications qui sont très très bien faites, si elles ne sont pas co-construites avec les patients, aujourd'hui on a beaucoup évolué dans ce domaine, on est moins descendant, les professionnels de santé vers les patients qu'à un certain moment, si les solutions ne sont pas co-construites, on sait que elles ne sont pas utilisées ou mal utilisées, et les diabétiques entre autres ont fait beaucoup avec le Diab Lab sur l'évolution de ces pratiques.
Et puis il y a aussi les interactions machines, puisque pendant longtemps, on a beaucoup parlé d'ordinateurs, mais ce qui a beaucoup révolutionné l'e-santé, c'est l'arrivée du téléphone, avec évidemment, en termes d'interaction homme-machine, la souris avant pour l'ordinateur, mais aujourd'hui c'est le doigt sur le smartphone. Et puis aujourd'hui, on le voit, nous, les industriels, travaillent sur des solutions pour les sourds, pour les aveugles, avec de la réalité augmentée, des technologies 3D, mais également des hologrammes qui sortent du téléphone. Et il y a des laboratoires qui travaillent beaucoup et qui sont très intéressants sur ces sujets-là. Un deuxième enjeu qui est capital, qui n'est pas l'acceptabilité mais qui contribue, c'est la fiabilité et la sécurité des outils. Parce que tous ces outils qu'on met à disposition, souvent ils donnent de l'information et cette information, elle doit être fiable. Ça c'est évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Et en plus on doit pouvoir la trouver rapidement et facilement. Les solutions qu'on propose doivent être sûres. Et c'est pour ça que la Haute Autorité de Santé, l'année dernière, a publié un guide qui s'appelle les 101 recommandations pour les applications et les outils connectés, qui donne justement des guidelines pour que on fasse bien attention, les industriels, quand ils mettent en place des solutions connectées, qu'elles répondent à un certain nombre d'éléments et entre autres de sécurité. Alors on a deux exemples qui sont récents. Un qui date de l'année dernière, c'est un piratage possible de pompes à insuline qui a amené le laboratoire Johnson & Johnson en août dernier à dire que les patients qui avaient des pompes portables externes et qu'ils programmaient avec une petite outil connecté, ils devaient faire attention parce que si on était à moins de 5 mètres, on pouvait larguer des bolus d'insuline, donc c'est pas toujours plaisant. Et là, il y a quelque temps, la FDA vient de demander la mise à jour de pacemaker. Ça concerne 40 000 patients en France. Et on se rend compte de quoi ? Eh bien qu'en termes de sécurité, tous ces objets connectés, on n'a pas mis les solutions de cryptage en termes d'authentification, mais en termes aussi d'algorithmes à l'intérieur pour qu'ils soient fiables, parce qu'on va vite, on veut que ça coûte pas cher. Et aujourd'hui, c'est un véritable enjeu que de gérer cette sécurité. Alors bien sûr, un autre enjeu, c'est les data, parce que les data, quand on est sur ces sujets-là, on va générer de la data. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Donc après, on ne va pas rentrer là, on n'a pas le temps bien sûr, mais sur toute la discussion avec les mutuelles et toutes ces choses-là. Donc la data, quelque chose de très important. Aujourd'hui aussi, on chatte beaucoup dans la santé. Et toutes ces conversations-là, toutes ces conversations par mail et dans la santé, on sait qu'entre professionnels de santé, elles sont cryptées, mais entre patients, on n'en sait rien. Et puis, un élément qui me tient à cœur aussi, c'est de dire que la e-santé, en termes d'acceptabilité, elle le sera que si il y a une impulsion forte des prescripteurs. Parce que le patient, quoi qu'il en soit, il s'en remet souvent à son prescripteur. Il va lui dire « Docteur, mais vous en pensez quoi ?» Et le médecin, souvent, il est prudent, et c'est normal, parce qu'en termes de responsabilité, on en reparlera tout à l'heure, il ne sait pas bien à quel niveau il évolue. Pour finir, ça ne fonctionne que si on a toujours le recours à un professionnel de santé, parce que aller chercher de l'information, c'est bien, la traiter, c'est mieux, mais quand il y a des actions à mettre en œuvre, il faut pouvoir le faire. Je voulais vous dire quelques mots des robots conversationnels, mais on le fera si on a l'occasion après. Je vous remercie. Merci, monsieur Fraisse. Alors, je passerai tout à l'heure la parole à la vision du prestataire, mais je voudrais avoir l'avis d'Emmanuel, d'abord Rial, sur certains aspects qui ont été évoqués là, c'est-à-dire les fractions possibles sur la vie privée et jusqu'où peut-on aller dans l'utilisation d'objets connectés. Quel est l'encadrement aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque pour justement ne pas avoir une personne en permanence sous surveillance ou dans l'effraction des soignants? Merci. Donc, je pense que je ferai qu'une réponse partielle puisque Yann complétera, bien évidemment, puisqu'on a la chance d'être deux juristes aujourd'hui. Moi, je voulais rebondir en fait donc sur vos deux présentations. C'est vraiment allô ? Oui, c'est mieux ça. Donc, concernant les deux présentations qui viennent d'être faites,
il y a une première chose à laquelle le juriste va réagir, qui est l'hétérogénéité finalement des objets connectés dont on parle. Parce qu'en fait, ce que vous avez présenté, madame, ou même ce dont vous avez parlé, globalement, ce sont des objets connectés qui se situent dans le cadre d'une surveillance médicale, qui sont parfois même prescrits, parfois remboursés, pas toujours, et d'ailleurs, je reviendrai sur ce point, vous en avez dit un mot tout à l'heure. Et dans ce contexte-là, quand ils sont délivrés dans le cadre du système de santé, ces objets sont particulièrement surveillés et répondent à des exigences de sécurité que vous avez évoquées. C'est-à-dire que très clairement, tout objet qui est qualifié juridiquement de dispositif médical, objet connecté dans le cadre de la santé, dans le contexte du système de santé, finalement dispose d'une surveillance élevée quant à la gestion de ses risques, quant à est-ce qu'on est bien certain qu'il va faire ce que le fabricant a dit qu'il ferait, etc., etc. Sauf que la réalité, ce n'est pas celle-là. La réalité, c'est qu'il existe effectivement un grand nombre d'objets connectés pour la santé développés dans le contexte médical, mais qu'il en existe beaucoup d'autres qui se développent en dehors du contexte médical. Et finalement, les données qui sont produites par ces objets peuvent aussi finalement être qualifiées de données de santé et parfois de données de bien-être. Alors là, on a une deuxième difficulté, nous les juristes, vous savez qu'on aime bien mettre des mots sur des choses. On a beaucoup de mal à faire la distinction entre les données de santé qui ont un dispositif de protection juridique très rigoureux avec les données de bien-être dont on ne sait pas exactement ce qu'elles sont et finalement comment elles doivent être organisées et surveillées. Et donc dans ce contexte d'hétérogénéité, je pense que les professionnels, mais également les patients, sont en demande finalement d'une forme de clarification et d'une forme d'encadrement. Du côté des professionnels, on a vu quand même un certain nombre de résistances. Ce n'est pas réellement une activité. Alors il y a peut-être probablement des spécialités qui sont plus enclines finalement à utiliser les objets connectés. Je pense que quand même ce n'est pas la majorité des professions qui auraient l'occasion de pouvoir les utiliser. Et du côté des patients, ce n'est pas ce niveau de difficulté qu'on va retrouver, c'est un autre niveau de difficulté qui est est-ce que les personnes et les patients ont réellement conscience de ce que produisent en termes d'informations et de données ces objets. Donc la question c'est, vous avez dit madame tout à l'heure qu'on stockait sur un cloud. Donc la question c'est, est-ce que véritablement l'information qui est générée par ces objets connectés, est-ce que les patients en ont la maîtrise? Est-ce qu'ils savent exactement ce qu'il va pouvoir en être fait? Parce que pour l'instant vous ne les utilisez qu'à visée médicale, on comprend bien que tout ce circuit est très sécurisé, mais demain ces données auront une valeur pour d'autres professionnels, que ce soit pour la recherche, que ce soit pour d'autres industriels pour mettre au point d'autres objets connectés, ou que ce soit peut-être par d'autres tiers, on n'en sait rien, des assurances. Alors je n'agite pas ici toujours le drapeau du grand méchant loup, mais clairement, au niveau en tout cas assurantiel, on sait qu'ils sont intéressés par ce type de données, ne serait-ce que pour faire de la prévention, prescrire aussi des objets connectés dans la surveillance des patients au regard de leurs primes d'assurance. C'est des choses déjà qui se font. Et notre collègue d'hier l'a bien dit, en Suisse c'est déjà le cas. Alors ce n'est pas le cas en France, encore qu'il y a quelques sociétés d'assurance, je crois, qui déjà font ça. Donc il faut vraiment faire attention, il faut être prudent et il faut clairement mettre un haut niveau de sécurité et de clarification dans ce contexte de très très grande hétérogénéité. Voilà, ça c'était mon message. Monsieur Ferrari, vous pouvez peut-être compléter, notamment sur le plan de la confidentialité qui vient d'être abordée à travers les stockages, et deuxièmement aussi peut-être aborder le problème des responsabilités partagées lorsque il y a le patient, il y a l'objet, il y a le prestataire, il y a l'industriel, il y a les médecins, il y a les paramédicaux, il y a le domicile et il y a l'hôpital. Alors, votre question, elle est effectivement elle est vaste. Quelque part, quand on prend votre titre, objet connecté, patient connecté. Déjà, en fait, je pense que la réflexion, il faut partir peut-être du départ, du point de départ. Comme l'a dit Emmanuel, moi, en tant que juriste, je n'ai pas de définition légale de ce qu'est un objet connecté. En fait, je ne peux pas savoir au final, quand je regarde le code de santé publique ou un texte de loi, ce qu'est un objet connecté. Après, quand on creuse un peu, quelque part, l'objet connecté, ça va être la prothèse
technologique qui va me permettre, moi j'appelle ça, de fluidifier en fait l'espace autour du patient. C'est-à-dire que l'objet connecté va permettre de faire une distorsion en fait de notions d'espace, de temps, de disponibilité en temps humain autour du patient, et surtout en fait ça va faire en sorte que l'orientation du patient dans cet espace va obéir à de nouvelles règles. Ça, c'est déjà la base de l'objet connecté. Je vous donne un exemple concret. Moi, cette nuit, là, à 2h du matin, je peux prendre mon smartphone et faire une consultation avec un médecin qui est basé en Thaïlande. Donc, vous voyez, les notions, en fait, de disponibilité de temps humain du professionnel de santé, elles sont complètement modifiées. Ça, c'est le premier point qui est important. Je vais rebondir par rapport à ce que vous dites. Donc cette fluidification de l'espace autour du patient, elle va entraîner des conséquences d'un impact, d'un point de vue droit positif, sur le patient. Mais là, j'ai une autre interrogation. Quelle est la définition d'un patient? Là, encore une fois, quand je prends le Code de santé publique, moi, en tant que juriste, je n'ai pas de définition légale de ce qu'est un patient. Et là, c'est un autre aspect qui est intéressant, quelque part, parce que dans votre titre, vous avez mis objet connecté, patient connecté. On aurait pu mettre objet connecté, citoyen connecté, par exemple. Ça aurait été aussi intéressant. Car, quelle va être la deuxième conséquence, et une des conséquences primordiales, en fait, de cet objet connecté, c'est qu'elle va, ce qu'on appelle, brouiller les frontières. Elle va aller brouiller les frontières, et donc, comme le disait Emmanuel, en ce qui va relever de la santé et ce qui va relever du bien-être. Et moi, en tant que juriste, pour moi, le droit de la santé, c'est un droit spécifique qui s'applique pour un objectif de soigner une personne, un patient. Le droit de la consommation, le droit du marché, en fait, c'est un droit qui va venir gérer des relations contractuelles, etc., etc. Donc, il y a des impacts qui vont arriver, qui vont être progressifs sur le droit positif. Et là, pour certains éléments, moi, j'ai des éléments de réponse en tant que juriste. Pour répondre à votre question sur la problématique de la confidentialité, du traitement des données personnelles, j'ai des interrogations, il y a des zones de flou, bien évidemment, mais je peux piocher dans le droit positif en vigueur pour trouver des éléments de réponse. En matière de responsabilité, effectivement, il y a des interrogations, il y a des choses qui ne sont pas claires, il y a des questions qui se posent depuis peu de temps, mais si je pioche en fait dans le droit positif, je peux trouver des éléments de réponse. Je ne dis pas que je vais trouver 100% des éléments de réponse, mais on a des jurisprudences qui commencent à arriver, notamment en fait sur la répartition des responsabilités entre médecin qui va donner l'ordre et médecin qui va recevoir, enfin donner l'ordre, qui va donner le conseil, qui va le recevoir. Donc là, je peux trouver des éléments. Sur la sécurité aussi, je peux trouver des éléments de réponse. En droit des médicaments, je peux trouver des éléments de réponse. En droit des dispositifs médicaux, comme l'a dit Emmanuel, je peux trouver des éléments de réponse. Par contre, il y a des éléments où on est davantage en difficulté. On est davantage en difficulté, par exemple, car quelque part, l'objet connecté, il va entraîner une conséquence qui est importante, c'est que maintenant, je peux avoir plusieurs portes d'entrée dans le système de santé. Vous parliez, par exemple, des complémentaires santé. Certaines complémentaires santé en France, mais également dans le monde, parce que le problème, maintenant, en fait, il va falloir aussi internationaliser la discussion. C'est ça aussi l'autre impact de l'objet connecté. Je peux, en fait, quelque part, consulter un médecin traitant via une téléconsultation qui est prise en charge par une complémentaire santé dans le cadre de mon contrat collectif. C'est une deuxième porte d'entrée dans le système de santé. Privatisé, alors remboursement, on en reparlera dans un deuxième temps, je veux dire, mais c'est une deuxième porte d'entrée dans le système de santé. Deuxième élément important également, c'est j'internationalise la possibilité de prise en charge du patient. Je donne un exemple. Parce que j'en discutais il y a peu de temps, nous manquons drastiquement d'ophtalmo en France. En Pologne, il y en a trop. Et donc certains examens pourraient très bien être faits par des médecins ophtalmo polonais grâce à cet objet connecté. Donc, on brouille les frontières, on a un intérêt massif pour la santé de nos citoyens, c'est normal d'ailleurs, on voit ça émerger, et donc la frontière elle est de plus en plus floue entre les deux. Et le troisième grand on va dire défi, parce que c'est un paradoxe, ça va être cette masse de données, donc on en parle, qui va arriver grâce donc, à ces objets connectés, donc sans forcément entrer dans le détail, mais si vous voulez qu'un objet connecté soit performant, il a besoin de données.
s'il n'a pas de données, il n'est pas performant. Il peut pas en fait réaliser ce pourquoi il a été construit. Et donc là, effectivement, il y a des défis qui sont posés en matière de droit au respect de la vie privée. Qu'est-ce qu'on veut, nous, en tant que patients, consommateurs, citoyens, et également en matière de sécurité. Et là, je pense qu'on avancera dans le débat. Merci. Avant de donner la parole à la salle pour d'éventuelles questions et la participation au débat, Monsieur Saez, en tant que prestataire de soins à domicile et prestataire de technologie auprès des personnes et dans le cadre des soins, quel est votre problème aujourd'hui et qu'est-ce que vous voyez poindre comme opportunité, comme frein ou comme menace? Bien, merci pour m'avoir donné la parole. Je reviendrai sur 2-3 points par rapport à ce qui a été présenté, ce qui a été dit et qui était fort intéressant. Le sujet, effectivement, c'est e-santé, patient connecté ou objet connecté. Je voudrais remettre aussi au cœur du débat le médecin. Aujourd'hui, dans notre rôle de prestataire de santé, nous avons évidemment affaire à des objets connectés. On en voit tous les mois, on nous en propose tous les mois, on en étudie tous les mois, que ce soit pour la prévention, que ce soit pour l'observance d'un traitement, que ce soit pour des données particulières demandées par un médecin. Donc nous sommes habitués à voir se développer les objets connectés adaptés à la santé et avec toutes les promesses extraordinaires qu'il peut y avoir. Mais je voudrais remettre le médecin au cœur du sujet parce qu'un patient connecté, effectivement, va avoir un dispositif qui va transmettre des données. Aux États-Unis, ils appellent ça le big data, et c'est évidemment l'espace qu'il y a entre le médecin et la machine, enfin le patient et la machine. Mais ces données, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'elles sont adaptées pour rendre le patient observant? Est-ce qu'elles sont adaptées pour améliorer la qualité de vie du traitement, la qualité de vie du patient, pardon, et la qualité du traitement? Et là, l'intelligence, elle n'est pas artificielle. L'intelligence, elle est à l'intérieur de la réflexion et de l'approche du médecin. Je voulais juste ramener ça. Aujourd'hui, lorsque nous avons à installer un dispositif de télésuivi ou à envoyer une donnée particulière d'un objet connecté, nous allons d'abord voir le médecin pour lui demander ce qu'il souhaite avoir. Quelles données, à quelle vitesse, sur quelle interface, comment elle est interprétée. Et ça me paraît très très important. Vous parliez des freins que nous rencontrons aujourd'hui. Et là, malheureusement, c'est quelque chose de très terre-à-terre et qui est loin de l'éthique et de choses très intéressantes, mais qui paye. Aujourd'hui, ces objets connectés, nous avons plein d'objets connectés qu'on vient nous proposer pour installer sur des patients. Et les patients peuvent être friands effectivement de se dire on va surveiller mon poids, mon indice de masse corporelle, mon taux de glycémie, tout un tas de sujets, mais qui paye? On sait qu'aujourd'hui, un traitement dont l'observance est ratée coûte des milliards à la sécurité sociale. Donc il y a des économies à faire en France. Mais aujourd'hui, la sécurité sociale, lorsqu'on lui parle d'objets connectés, a du mal à voir le bénéfice, a du mal à identifier le bénéfice pour pouvoir financer cela. Pour des raisons très complexes de non-fongibilité des budgets entre l'hôpital et la liste des produits et prestations remboursables. Ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, ça me paraît un premier frein, c'est budgétairement, politiquement, est-ce qu'il y a une réelle volonté de prendre en charge cela? Et puis le troisième point qui représente un frein également, c'est l'infrastructure. Aujourd'hui, à la fin de cette année, nous allons télésuivre pratiquement 5000 patients sur la région Occitanie. Il y a certains de nos patients où on ne peut pas récupérer leurs données. Pourtant, ils ont les dispositifs de dernière génération, sauf qu'ils sont dans des zones blanches. Et comment fait-on? On ne peut pas les suivre. Donc, il y a des freins. Je ne parle même pas de ce qui a été soulevé par M. Fraisse fort justement tout à l'heure. C'est la fiabilité des données. Je lisais en préparation de cette table ronde
Je lisais que le laboratoire Abbott aux États-Unis vient de se faire pirater 748 000 pacemakers. Voilà, il y a eu un hacking des données. Donc, effectivement, ces données, où vont-elles? Est-ce qu'elles sont sécurisées? Qui les interprète et qui les achemine vers le médecin pour l'aider dans sa prise de décision? Voilà. Merci. Donc, j'ouvre la discussion. Vous venez d'ailleurs d'ouvrir un champ important, c'est l'inéquité possible dans l'indication. C'est-à-dire qu'il y a, pour des raisons d'habitat, pour des raisons sociétales, pour des raisons de niveau éducatif, de vulnérabilité, des personnes qui sont dans une fracture par rapport à la possibilité de bénéficier des objets connectés. Donc le danger, c'est d'aller vers une médecine où certains bénéficient de toutes les technologies, avec un fossé de plus en plus grand pour les plus vulnérables ou les plus précaires qui bénéficient de pas grand-chose dans ce cadre-là en particulier. Donc le problème de l'indication est une réelle difficulté, comme la certitude du respect de la personne, de son intimité. Niveau d'information. Une question. Oui, je vous remercie pour ce survol de l'ensemble des choses. Donc, on voit une profusion d'objets connectés et je me pose une question, moi. Parmi ces beaux projets connectés, avec les connexions et les risques que vous avez exprimés, il y a une chose à laquelle on est confronté dans notre existence, c'est l'obsolescence. Nous avons tous nos appareils, ma machine à laver, tout ça, est frappé par quelque chose qui s'appelle l'obsolescence. Et l'obsolescence marche aussi dans le domaine de l'informatique. Et il y a un truc extraordinaire qui a été mentionné récemment. Une boîte de domotique a été rachetée par Google. Donc tous les gens qui avaient la domotique, ils étaient très contents sur la gestion de leur maison. Google a liquidé l'affaire de domotique. Donc tout l'appareillage a été évacué. Donc avec la profusion de chouchous et de connexions plus ou moins pertinentes, qu'est-ce que ça va faire? Et sur cette douleur, vous en saurez. Mais est-ce que vous avez pensé à ce phénomène d'obsolescence et éventuellement vous changer les logiciels autoritairement, de vous faire changer l'analyseur parce qu'il est plus en phase? Vous avez bien vu, Microsoft, on a fait changer de nombreuses fois. Alors là-dedans, comment ça va? Il y a des protections? Moi, je ne fabrique pas en direct, mais en tout cas, les gens qu'on voit et qui fabriquent, entre autres au niveau des applications, le souci qu'on a, c'est l'obsolescence du téléphone portable. C'est-à-dire que dès que le téléphone portable est mis à jour, l'ordinateur est mis à jour, quelquefois son objet connecté, il est plus reconnu et il ne peut plus correspondre. Donc ça, c'est un enjeu colossal. Et là, il y a un très gros travail des pouvoirs publics pour qu'ils se mettent d'accord, pour qu'on tombe sur des protocoles communs et des normes communes, parce que si chacun fait sa petite chose dans son coin, ce qui est le cas aujourd'hui, on ne fera pas progresser les choses. Et dans ce domaine-là, je rebondis juste pour dire qu'un autre enjeu, c'est la formation des gens, la formation des patients, parce qu'on parlait de fractures tout à l'heure, peut-être financières, mais il y a aussi la possibilité d'aller installer soi-même ces objets, d'aller les faire se parler, et là on voit qu'on a vraiment besoin d'accompagnement dans ce domaine, surtout pour les gens, pour nos aînés. Autre question? J'ai deux remarques à faire. Je m'attacherai aux prérequis. Un, en juridique, et je m'adresse aux juristes. Je ne comprends pas très bien la différence que vous faites entre santé et bien-être. Surtout que la définition de l'Organisation mondiale de la santé, je vous rappelle, c'est que la santé est un état de bien-être, physique, mental et social. Donc, je veux dire, la différence en droit, je la connais, mais elle ne reflète pas les frontières que nous sommes amenés, soit sur le plan politique, soit sur le plan pratique, comme médecins. Et je vous pose, moi, si je pose une question éthique, c'est, par exemple, je suis chirurgien orthopédiste, la chirurgie de l'hypersportif. Est-ce que c'est de la chirurgie de bien-être? Et est-ce qu'il faut faire en sorte que l'hypersportif soit bien, parce qu'il faut absolument qu'il développe la sécrétion de ces endorphines sans lesquelles il n'est pas bien. Ça, c'est la première question. La deuxième, je ferais remarquer que nous sommes dans un forum qui parle d'éthique,
et qu'il n'y a d'éthique que s'il y a asymétrie. On n'a jamais parlé de l'éthique du patient vis-à-vis du médecin, et que l'empathie ne se transmet pas par Internet. Et quand je vois l'enthousiasme qu'il y a sur la transmission des données de santé, nous sommes confrontés tous les jours aux erreurs profondes de diagnostic, d'imageurs, l'imagerie est faite dans un coin, l'image est transmise à l'autre bout, voire du monde, en Thaïlande s'il faut, et on a un diagnostic qui est faux, c'est un diagnostic qui est faux, parce qu'on n'a pas vu le patient. Voilà. Et actuellement, on est en train de revenir dans les écoles de médecine, sur le rôle de la clinique. Voilà. Un patient qui vient voir un médecin ne demande pas une source d'information. Effectivement, là, les big data peuvent jouer le rôle. Il vient demander de la confiance, il vient demander de l'empathie, et en plus, il vient demander des informations digérées et exprimées et classées et hiérarchisées. Voilà. Merci. Alors je ne répondrai qu'à votre première question, puisque c'est celle qui me concerne, enfin qui nous concerne. En droit, seules les données de santé disposent aujourd'hui d'une définition juridique. C'est pour ça que je n'ai jamais, et d'ailleurs si vous avez bien écouté mon propos, j'ai même dit moi-même que je trouvais qu'il n'y avait pas véritablement de différence, ou qu'en tout cas la différence était très difficile à établir entre les données de santé et les données de bien-être, puisque bien évidemment, souvent en fait, ce sont des données qui sont issues de la personne elle-même et qui concernent son état de santé. Donc, qui ne sont pas des données de santé. Donc, les données de santé sont aujourd'hui simplement définies par le règlement sur la protection des données personnelles qui a été adopté l'année dernière au niveau européen. Jusque-là, nous n'avions pas de définition. Et en fait, encore une fois, si nous, juristes, on a du mal déjà à faire la distinction entre les deux, vous comprendrez bien que ce sont surtout les industriels qui jouent sur la distinction, ou sur cette distinction entre données de santé et données de bien-être, parce qu'on ne va pas développer au niveau marketing, au niveau positionnement du produit, un objet, s'il est fait pour générer des données de santé dans le contexte médical, ou à contrario, s'il est fait pour générer des données de bien-être qui se rapprochent plus, je le dis très rapidement, c'est très grossier, mais de données de performance. D'accord ? Donc, clairement, en droit, c'est une interrogation que nous avons. Je n'ai pas dit que c'était gravé dans le marbre. Je pense que les données de bien-être, pour certaines, sont des données de santé au regard de la définition du règlement européen. Donc, je pense que derrière ça, il y a vraiment un positionnement de développement de marché, en fait, de ceux qui développent les applications ou les objets connectés. Donc ça, c'est la première chose. Votre deuxième question, c'était plutôt sur la question éthique, c'est ça ? Alors, sur la valeur, en fait, la valeur de la e-santé et le bénéfice qu'on peut y voir, si c'était bien ça votre question. Donc, moi, là, je vais juste donner mon sentiment personnel. Je pense que la technologie est au service de la relation médecin-patient, qu'en aucun cas, pour l'instant du moins, même si certains y voient un effet de remplacement, on n'est pas dans cette dynamique. On est dans une dynamique d'aide à la décision et d'appui à la décision. Donc je ne pense pas qu'on soit là en train de remettre en cause les valeurs éthiques, et je suis assez d'accord avec vous sur le fait que rien ne remplace la relation humaine. Mais derrière l'autre machine, celle qui reçoit les données, il y a aussi un humain. Et donc ce qu'il faut aussi peut-être accompagner dans le développement de ces objets technologiques, c'est de savoir quelle est la personne qui est de l'autre côté de la machine, savoir si on peut la joindre, si on peut lui parler, si on peut avoir un rapport humain avec cette personne. L'objet n'étant qu'un élément facilitateur, comme l'a dit Yann, en termes de temps, en termes d'espace, etc. Ce n'est que mon point de vue. Ce qui manque dans cette table ronde, c'est le vécu des patients, puisque le vécu des patients est un partage d'expériences considérable pour avancer, notamment à travers l'utilisation des objets connectés. On ne peut rien sans retour des personnes, sans, vous l'avez dit, co-construction. À un moment donné, la co-construction est nécessaire. Une question ? Oui, bonjour, Vanessa Machaut, chargée de mission à l'espace de réflexion éthique d'Aquitaine. Je voudrais savoir s'il y a des initiatives au niveau national, en France ou ailleurs, pour certifier, labelliser des applications, des objets connectés. On a l'impression qu'il y a un peu tout et n'importe quoi. On a évoqué tout à l'heure le fait que
les médecins avaient une certaine responsabilité à prescrire, mais ils n'ont pas forcément toute l'information d'évaluation qui peut être publiée dans la littérature scientifique ou ailleurs. Est-ce que des organismes publics pourraient se charger d'aiguiller les médecins et les utilisateurs sur les applis qui sont valables? Merci. Alors ça, c'est une réflexion très, très importante, et l'État a fait un pas très grand l'année dernière via la Haute Autorité de Santé en justement publiant ces guidelines des 101 obligations. Sauf que pour que les fabricants de matériel se mettent dans le cadre de cette disposition, il faut qu'ils veuillent bien reconnaître au départ que l'application qu'ils mettent en œuvre ou l'objet qu'ils mettent en œuvre contribue à la santé est un dispositif médical. Je fais un peu de raccourci, mais après c'est comme vous disiez très justement, certains se placent volontairement dans les données de bien-être pour surtout pas aller dans les données de santé. Donc ce qu'on attend de l'État aujourd'hui, et on y travaille tous, il y a plein de groupes qui travaillent sur ces sujets-là, pour faire qu'à un moment donné, le cadre soit posé. Où est le cadre et qu'est-ce qu'on doit mettre dedans? Et vous avez complètement raison, parce que le grand mot, c'est confiance. Donc, juste pour vous informer, en fait, nous, on finit dans notre équipe de recherche un projet qui a été financé par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé, donc l'ANSM, sur justement le cadre juridique applicable aux objets connectés. Et en fait, il y a quand même deux grands cadres juridiques qui trouvent à s'appliquer, celui des dispositifs médicaux que l'on vient de vous décrire, et aussi, il existe aussi une directive qui peut faire penser au droit commun, si vous voulez, qui serait le droit commun de la responsabilité des produits, qui est sur la sécurité des produits, qui a été adopté au niveau de l'Union européenne dans les années 90. Donc il n'y a pas rien, c'est-à-dire pour les objets connectés dans le domaine de la santé, développés en dehors de ce que c'est un dispositif médical, parce qu'un dispositif médical, ça a une définition très stricte. Et donc, il y a tout un tas d'applications qui ne répondent pas à cette définition. Mais en revanche, il faut quand même qu'on soit tous conscients que les exigences en termes de fiabilité, de sécurité et d'utilisation pour le patient, les exigences sont bien plus grandes dans le contexte des dispositifs médicaux que dans le contexte plus général de la sécurité des produits. Mais il n'y a pas rien. Il y a vraiment Monsieur Ferrari. J'avais juste, peut-être quelques compléments. Ce qui est intéressant, quelque part, dans l'évaluation des objets connectés, où on voit qu'on partait quand même de très bas, c'est qu'en fait, on a quand même quelques organismes privés en fait, qui sont mis sur le marché. En fait, c'est devenu quelque part un business d'évaluer les objets connectés, il ne faut pas se mentir. Vous allez avoir des entreprises qui vont proposer en fait de donner un label à un objet connecté ou à une application santé qui va répondre à un certain nombre de critères. Et ce label peut garantir, entre guillemets, un certain nombre de règles de sécurité ou de confidentialité, mais quelque part rien d'officiel. On parle du guide de la Haute Autorité de Santé, qui est un guide qui est relativement bien fait, mais par exemple qui n'évalue absolument pas l'intérêt pour l'intérêt médical. C'est simplement et uniquement un intérêt de normes de sécurité, de technique et de fiabilité et pas médical. Donc on a quand même beaucoup de chemin encore à faire sur ce domaine-là. Comme le disait M. Fraisse, en fait, l'État commence à peut-être prendre conscience du problème. Pour vous donner une idée, depuis, je crois, maintenant ça fait 10-12 ans, en Angleterre, vous avez un portail qui est fait par l'organisme de sécurité sociale anglais, le NHS, qui, lui, déjà, en fait, va noter des applications santé, des objets connectés santé. Vous, en tant que patient, en tant que médecin, citoyen, vous pouvez aller voir s'il répond à des critères de sécurité, de fiabilité. En France, on en est encore loin. Je me rappelle, c'était Roselyne Bachelot, à l'époque, qui était ministre de la Santé, avant qu'elle soit animatrice télé, elle a été ministre de la Santé, qui voulait mettre un grand portail d'évaluation des applications santé. Donc ça n'a toujours pas été fait. Donc on est encore loin. Et la preuve étant que même on a des grands organismes de complémentaire santé ou assurantiels qui également se mettent sur le créneau pour évaluer des objets connectés. Donc il va falloir faire un peu le ménage là-dedans dans ça. Merci. Je voudrais conclure cette séance. Bien sûr, nous pourrions y rester des heures pour aborder tout, et chacun a eu une petite part de parole. Premièrement, il faut faire attention dans tous les développements technologiques, biotechnologiques, quels qu'ils soient, de ne pas accentuer les inégalités de santé. C'est un point majeur du développement. Chaque fois qu'on accentue les inégalités de santé,
on perd sur la droite ce qu'on a gagné ailleurs. Et donc, attention au niveau éducatif, à la précarité sociale, à ces aspects qui peuvent écarter du progrès. C'est un des problèmes majeurs des fractures qui naissent. Le deuxième point, c'est pour répondre à notre confrère orthopédiste. J'ai été jusqu'à très peu doyen de la faculté de médecine de Montpellier. Le grand progrès de la formation médicale aujourd'hui, c'est de prendre en compte l'évolution des métiers avec les technologies. Vous avez la biologie. On n'a plus un médecin qui veut faire biologie, plus un étudiant en médecine, sauf pour la recherche. Pourquoi ? Parce que sous nos yeux, en quelques années, tout a été automatisé. Tout, à 90%. Ce que sont devenus les biologistes, et ils le savent, ce n'est pas une insulte, des contrôleurs, techniciens, contrôleurs de qualité, ingénieurs, contrôleurs de qualité. Le métier a totalement changé. L'imagerie, je ne vous donne pas 10 ans pour suivre la même route. C'est obligé. Les mathématiciens apportent des algorithmes qui vont lire beaucoup mieux l'IRM que tous les regards du monde à travers les densités. Alors ensuite, les médecins. Les médecins vont avoir des algorithmes décisionnels dans la médecine ciblée considérables. Sauf qu'il faudra que ces algorithmes prennent en compte le profil de la personne, sa psychologie, son milieu, les comorbidités, l'ensemble de ce qu'il est. Ce qui n'est pas simple. Mais on y vient. Alors, le médecin, lui, qu'est-ce qu'il va devenir ? Eh bien, on le rabâche à tous les étudiants en médecine. Si vous ne savez pas annoncer, si vous ne savez pas expliquer, si vous ne savez pas décoder pour les personnes, si vous ne savez pas accompagner, éduquer, corriger les erreurs que font les patients, on n'aura plus besoin d'un médecin. On n'aura plus besoin d'un médecin. Dans le cœur du métier. C'est pour ça qu'à la faculté de Montpellier, qui ouvre, on a construit un étage entier pour apprendre ça. Parce qu'au-delà de la biologie, au-delà de l'imagerie, on sait que le métier se transforme considérablement et on a une faible visibilité de ce que va être le médecin. Et même vous, vous le savez, à travers la robotisation qui est lente, bien sûr, mais je regarde les chirurgiens avec le robot, ils ne sont plus tout à fait les mêmes, les jeunes. Et donc, ces transformations de métier, il faut les anticiper. Et donc, je crois que l'évolution de la formation doit amener à d'abord à aller vers l'apprentissage humain. Car le reste, on ne le maîtrise pas. Ça va nous déborder par certains côtés. Et donc, il ne faut pas perdre les yeux dans les yeux, l'écoute. Je vais vous donner un dernier exemple. L'examen clinique aujourd'hui, on peut être mauvais examinateur, aller trop vite, on est rattrapé, le plus souvent corrigé par l'imagerie. C'est vrai que le scanner, c'est mieux que la palpation la plupart du temps. Encore que dans les situations d'urgence, il faut voir. Mais il y a une chose dont la valeur monte en permanence. C'est l'interrogatoire et l'écoute des patients. Parce qu'une fatigue, des douleurs, un malaise, des vertiges, une perte de poids, tout est dans l'interrogatoire. Tout. Sinon, on dépense 10 000 € là où on peut en dépenser 50. Et donc, c'est fondamental de revenir à ces valeurs-là. Je vous suis là-dessus. Mais quand même, l'examen clinique, l'échocardiogramme, c'est mieux que l'auscultation. Et c'est ainsi que la médecine évolue. Merci à tous de votre écoute.